On est levé depuis très tôt sur les points de blocage, devant les lycées, dans les manifestations, sur les piquets de grève. Parce qu'évidemment, il était hors de question de ne pas investir au maximum cette journée du 10 septembre. Et ce soir, on voulait vous en parler, débriefer avec vous, savoir comment vous avez vécu la journée, vous raconter nos journées à nous. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir ce soir 3 invités de marque. D'abord, pour la première fois sur ce plateau, Rob Grams de Frustration Magazine. Bienvenue Rob. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc Frustration qui suit le mouvement du 10 septembre depuis le milieu de l'été, depuis le début en réalité, et qui a suivi aussi et même participé au mouvement dans différents coins de France. Évidemment, Anas Kazib avec qui j'étais déjà lundi, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Un des protagonistes importants de cette journée, on a pu le voir sur ces images. Et puis Elsa Marcel qui revient d'une tournée des commissariats. Écoutez les amis, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence en essayant de revenir un petit peu sur cette journée. N'hésitez pas à raconter un petit peu dans le chat où est-ce que vous avez vécu la mobilisation. Je ne sais pas où vous vous êtes mobilisés aujourd'hui, à quoi vous avez participé, etc., etc. N'hésitez pas à nous dire, j'essaierai de lire quelques messages pour raconter. Mais ce soir, on a aussi pour débriefer des camarades qui viennent de quelques coins de France pour nous raconter eux aussi comment c'était dans leur coin. Donc j'accueille des camarades depuis Toulouse, depuis Montpellier et depuis Le Havre qui vont aussi nous raconter la journée qu'ils ont passée. Peut-être Alberta, tu veux commencer par nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'il y a une des caractéristiques importantes du mouvement, toi tu es étudiante au Mirail, c'est que la jeunesse était très 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 en force aujourd'hui un petit peu partout en France. En vrai aujourd'hui, que ce soit à Toulouse ou nationalement, il y a eu énormément de mobilisation de la jeunesse. Il y a quelque chose qui l'annonçait déjà, c'est que hier, dans toutes les assemblées générales du pays, il y a 3000 jeunes qui se sont réunis, y compris dans des contextes où les facs étaient fermées. Par exemple, dans mon université, la rentrée n'a pas encore commencé et pourtant on était 250, 300 hier en assemblée générale. Et il y a eu aussi une dynamique importante dans les lycées. Le ministère de l'Intérieur, ils disent une centaine de lycées mobilisés. Nous, on a recensé à peu près 60 lycées bloqués, dont plus qui étaient évidemment mobilisés. Et il y a eu des cortèges jeunes assez impressionnants. À Toulouse, je pense qu'on était entre 4000 et 5000 mobilisés, mais y compris avec des choses qui n'étaient jamais arrivées. Par exemple, l'INSA à Toulouse, qui est une école d'ingénieurs, a fait une AG avec 170 personnes et ils ont bloqué aujourd'hui l'UNSA. Dans la fac de sciences, pareil, qui est une fac qui est historiquement moins mobilisée, il y a eu une AG aussi aujourd'hui avec 100 personnes. Il y avait énormément de gens de cette fac dans le cortège. Beaucoup d'écoles aussi représentées, des Sciences Po, des écoles d'art, etc. Et énormément de jeunes. Et ça s'est vu dans tout le pays. On a vu ça à Montpellier, on a vu ça à Bordeaux aussi, avec énormément de jeunes mobilisés. Et en vrai aussi, oui. Ouais, est-ce que tu peux nous dire justement c'était quoi un petit peu sur Toulouse le programme de ces jeunes où est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'il y avait des actions de blocage, des piquets, des blocages de fac? Là dans le chat, il y a Elina qui dit qu'à Saint-Étienne sa fac a été bloquée. Je ne sais pas comment c'était un petit peu concrètement le visage de la journée. Concrètement, nous, à l'Université du Mirail, comme la fac était fermée, on a décidé de se rabattre et d'aller sur d'autres types de points de blocage. Et il y avait quelque chose d'assez inédit, c'est qu'à Toulouse, il y a eu plusieurs piquets de l'aéronautique, un secteur qui avait été moins mobilisé dans les derniers cycles, enfin dans les dernières séquences de lutte des classes. Donc nous, on est allé avec une vingtaine de jeunes soutenir les salariés de Airbus qui est en grève. Il y avait aussi une grève à Thales et à Safran. Et il y a eu 3 lycées mobilisés, Saint-Cernin, Déodat et à Rennes, avec énormément de jeunes présents. Et il y a cette fac du coup d'ingénieurs INSA qui a été bloquée. Et il y a eu un blocage de rond-point à Paul Sabatier aussi en lien avec des salariés et des grévistes qui sont en face de l'université. Et après, dans la manifestation, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pancartes en solidarité avec la Palestine, beaucoup de pancartes contre les partenariats dans les entreprises, contre la complicité de la France avec le génocide, etc. Et aussi beaucoup de pancartes. Il y avait une pancarte avec écrit On veut ouvrir la fac qui m'a marqué. Beaucoup de pancartes contre la sélection, contre Bienvenue en France, le tri raciste à l'entrée de l'université, etc. Et l'ambiance
dans le cortège, elle tournait beaucoup autour de ça. Et évidemment, après, avec une colère contre Macron très importante, je dirais que le slogan qui a été le plus repris était celui que quand on chantait contre Macron démission, parce qu'en vrai, il y a une colère aussi accumulée sur différents sujets qui s'exprime aujourd'hui, quoi. Je sais pas si Gaëtan, tu veux enchaîner. Toi, maintenant, tu es au Havre, qui est un bastion plus mouvement ouvrier, où ce qui a, enfin, avec des grosses usines, des gros sites de la pétrochimie, qui n'était pas forcément le secteur qu'on attendait le plus sur cette date. Je sais pas si tu peux nous dire un petit peu comment c'était, et puis les autres, si vous voulez, n'hésitez pas à rebondir, hein. Mais vas-y, Gaëtan. Oui, oui, c'est comme tu dis, c'est une ville très ouvrière et industrielle, euh, dans laquelle la sociologie, plutôt NFP ou Nuit debout, pour reprendre les articles qu'on écrivait, pour reprendre ça, elle est plus, ou la sociologie peuple de gauche, pour le dire vite, elle est un peu plus petite. Et c'est ça qui fait que, par exemple, il y a eu une manifestation le matin, elle n'était pas ultra massive, je pense tournée autour de 3000 ou 5000. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que ça peut être, le Havre, étant donné que c'est une ville ouvrière, ça peut jouer le rôle de test, d'une certaine façon, de qu'est-ce qui se passe dans des secteurs du syndicalisme ou de la classe ouvrière. Et donc, sans dire qu'il y a eu des grèves majoritaires, parce que ça n'est pas le cas, il y a eu quelques phénomènes de grève minoritaires ou même certaines un peu plus intéressantes en termes de taux de grévistes. Mais disons, dans une journée où c'est pas appelé et organisé par les grandes, par l'intersyndicale, etc., que le mouvement du 10, ça s'est organisé, je veux dire, hors de tout ça, c'est quand même des symptômes intéressants qu'une partie du syndicalisme s'est montrée très favorable au 10. Et ici, ça se traduit comment? Ça se traduit par soit certaines boîtes que je vais vous raconter, soit l'union locale d'Harfleur. En fait, il y a l'union locale du Havre et l'union locale d'Harfleur, qui sont deux unions locales qui structurent un peu la zone industrielle et la région, quoi. Donc, et l'union locale d'Harfleur, elle s'est montrée très tôt très favorable au mouvement du 10, jusqu'à en fait ouvrir ses propres assemblées générales à tous et en fait aux participants des AG Bloquons tout, Indignons-nous. Donc ça, c'est peu fréquent dans le syndicalisme. Donc déjà, je voulais le noter. Et ensuite, je peux vous raconter dans quelques boîtes où il s'est passé des choses. En fait, il y a quelques boîtes qui appelaient, quelques sections CGT qui appelaient, par exemple à la raffinerie, qui est la plus grande de France, la raffinerie plateforme de Normandie, ou à Siemens Gamesa, qui était le phénomène plus intéressant de la journée, à mon avis. Sur la raffinerie, il y a eu une grève environ de 30% sur les équipes du matin, ce qui est évidemment une grève minoritaire comparée à d'autres qui sont capables de faire et tout ça, mais qui est significative, comme je disais, dans le contexte dans lequel on est. Et surtout, je trouve que ça, en fait, la journée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'ouvriers qui disaient, qui attendaient de voir c'est comment cette journée, les taux de grévistes, est-ce que c'est suivi ou pas. Mais franchement, s'il y en a qui n'attendent pas de voir la potentialité de ce mouvement, c'est vraiment la bourgeoisie, le patronat et tout ça. Parce que, regardez, je vous donne deux exemples. À la raffinerie, déjà depuis quelques semaines, le patron de Total, il avait doublé toutes les équipes pour que la grève ne paralyse pas la production. Donc, ils avaient déjà prévu en amont. Et la veille du 10, hier, du coup, ils ont envoyé un mail à tous les salariés pour dire ce mouvement n'a rien à voir avec ce que nous, on peut faire dans notre direction, c'est un truc national, c'est politique, etc., pour essayer de démobiliser. Donc franchement, ça se voit c'est de la même manière que le gouvernement, il a mis 80 000 flics, il a fait la manœuvre de Macron, de Bayrou, qui est le vote de confiance, puis Macron qui nomme le cornu. Vous voyez qu'il y a quand même des gens qui voient la potentialité de ce mouvement. Et à Siemens Gamesa, je vais finir sur ça pour vous raconter, parce que c'est un phénomène super intéressant. Siemens, ils ne font pas que des téléphones, pour les gens qui ne connaissent pas, mais par exemple, ici, Siemens Gamesa fait des éoliennes assez récemment implantées, et du coup, il y a une section CGT jeune, très intéressante, qui s'est construite et tout. Et eux, ils ont organisé la grève depuis plusieurs semaines et tout ça, très sérieusement. Et du coup, la veille du 10, le patron, il a mis en place le chômage partiel et le télétravail renforcé parce qu'en fait, il a considéré que les salariés, ils voulaient faire grève surtout pour pas aller bosser. Et que si on leur donnait le chômage partiel, ils resteraient chez eux. Alors que la section CGT, ils voulaient organiser une assemblée générale, qu'ils s'organisent et tout. Et au final, la manœuvre n'a pas du tout marché, ça floppe totalement. Et du coup, les salariés étaient très nombreux, je pense que c'était 80 sur leur outil de travail, c'est beaucoup, qui ont fait une assemblée générale, qui se sont organisés. Ils ont envoyé 2 délégations sur les actions ensuite. On n'est que nous. On est toujours dans l'émission ou je parle Ouais, bien seul sûr, tout bien là? sûr.
Ah, ok, Il parce s'est que dans le Zoom, en présenté, fait, ça a on disparu. t'écoute, religieusement. Ok. On est discipliné, T'écoute, on t'écoute. Ah, mais- On veut pas te couper. Alléluia, papa. C'est ça. Non, mais en fait, de là où je suis, moi, vous avez disparu, donc j'étais en mode, ok, ça leur a pas plu ce que je racontais. Non, non, et je finis. Donc, ce phénomène-là était très intéressant parce que ça montre que là où il y a des équipes qui ont construit depuis longtemps cette grève-là et qui ont convaincu, c'est des grèves particulières. Je veux dire, le mouvement du 10, c'est plus politique, c'est plus lié voilà, au gouvernement de Macron et tout ça, donc c'est pas naturel voilà. Et les dernières choses qui sont des phénomènes intéressants, c'est qu'il y avait donc à la fois les AG Bloquons tout, Indignons-nous, à la fois les AG de l'Union locale d'Harfleur, qui ont préparé des points de blocage, des points de rassemblement où ils bloquaient, après ils ont fait barrage filtrant, etc., où il y avait entre 100 et 200 personnes sur chacun à peu près. Et dans la journée, l'AG, l'Union locale d'Harfleur, ils ont refait une assemblée générale qui, encore une fois, était ouverte. Alors, ce qui se dit, je reprends la formule qui se dit beaucoup dans le mouvement, qui veut faire la jonction entre ouvriers et citoyens. Je trouve que je entends beaucoup cette formule. Et, et effectivement, ils ont fait cette tentative-là. Je pense qu'ils étaient entre 120 et 150 dans l'union locale. Donc, c'est très intéressant les perspectives. Après, on a parlé avec beaucoup de salariés ou de grévistes ou quoi qui étaient sur les actions. Et ce qui revenait beaucoup, c'était... GG, en 2 secondes, il y a quelqu'un Ouais. qui demande c'était quoi les revendications des Siemens en 2 secondes. Ouais. Les Siemens, j'ai vu une prise de parole qu'a fait un camarade de la CGT qui s'appelle Clément, et il redisait en fait beaucoup de choses du budget qu'il prenait le temps de réexpliquer, parce que parfois peut-être les gens ont capté le truc des 2 jours fériés mais n'ont pas capté les autres trucs. Donc en fait les jours de carence, la remise en cause de la 5e semaine de congés payés, il revenait sur ces choses-là, et après il nous expliquait, parce qu'on les a interviewés et tout ça, qu'il y avait aussi, c'est très intéressant, comment il disait ça, un sentiment anti-gouvernement. Il disait, c'est intéressant qu'il s'exprime ça en fait sur des piquets de grève et tout. Et ce qui revenait pas mal quand on parlait avec les salariés, c'était la nomination de Lecornu directement. Ça se voit que ça a fait tilter les gens sur le projet de militarisation et le lien entre budget austéritaire, et le budget austéritaire, il est pour le budget de l'armée. Parce que comme Lecornu était ministre des armées, même moi, ça m'a surpris. Je pensais parce qu'en fait, pas beaucoup de monde connaissait Lecornu, mais je sais pas, les discussions sont allées vite. Et en fait, pas mal de salariés à notre micro aujourd'hui, ils disaient, voilà, Lecornu, ça se voit que c'est pour donner tout à l'armée et que ça se fasse sur notre dos. C'est un symptôme assez intéressant, franchement. Donc ça mêle, si vous voyez, dans les quelques grèves, même si elles ont été pas majoritaires, il y a des discussions qui se mêlent entre revendications sociales et des trucs un peu plus politiques, quoi. Donc disons, pour l'influence que ça peut avoir sur la suite et sur le 18, c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. C'est archi intéressant. C'est super intéressant de voir les trucs qui ont été mis en place pour essayer de niquer la journée du 10, qui est des trucs qu'on voit pas trop. Et j'ai l'impression que ça fait le truc que tu dis sur le mouvement ouvrier, plus concentré, etc. Ça fait écho à plein de petits symptômes qui montrent que cette journée, c'était pas du tout la journée des gauchistes qu'on a voulu nous vendre, où on avait l'impression vraiment que c'était voilà, une journée archi-minoritaire, de petits secteurs. Hier encore, Retailleau, il disait que c'était un truc de groupuscule, etc. Et que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y avait quelques témoignages dans le chat, là. Pling Plong Senior qui dit « L'équipe d'un restaurant où j'ai travaillé par le passé s'est mise en grève aujourd'hui ». Dorgerose qui dit lycée Brossolette à Villeurbanne, on était 25 grévistes, on a tracté les élèves, les gens, puis on est parti en manif. Et il y a beaucoup de symptômes comme ça, que même si c'est inégal, et etc., et on y reviendra, mais qu'il s'est joué quand même quelque chose de profond avec plein de gens qui étaient très déter de cette journée. Un des endroits où ça s'est pas mal mobilisé, et beaucoup plus que d'habitude, c'est Montpellier. On a 2 camarades qui sont là de Montpellier, Max et Floriane. Max, toi tu bosses dans le social, Floriane, toi tu es étudiante. Max, tu sors par ailleurs d'une grosse grève avant l'été dans ton secteur contre l'austérité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, peut-être voilà, l'un après l'autre, comment ça s'est passé sur Montpellier, à la fois on va dire dans vos secteurs, mais aussi du côté de la manif, parce que j'ai vu que c'était très gros. Plus de 10 000 personnes, disent certains. Je crois que c'est quand même des chiffres qui sont bien supérieurs à ce qu'on a l'habitude de voir sur la ville. Donc, on vous écoute.
Depuis l'époque du pass sanitaire. Montpellier est la ville de la Lune. Non, je déconne. Mais du coup, oui, enfin, même en vrai, on était même quasiment 15 000. Mais du coup, ouais, comme je disais, du coup, moi, je travaille dans le social et effectivement, on était déjà mobilisés jusque tard dans l'été contre les coupes budgétaires et notamment contre les plans de licenciement dans différentes boîtes du secteur. Du coup, nous, on avait impulsé une coordination avec plusieurs dizaines de structures qui subissaient ces coupes budgétaires et plans de licenciement-là. Et du coup, en fait, avant le 10, ça faisait déjà en réalité plus de 2 semaines, donc on préparait le 10. On a rapidement envoyé des délégations de travailleurs sociaux là où se préparait le 10. Donc, du coup, on a été chez les étudiants, on a été sur le piquet de grève des énergéticiens, on s'est mis en lien avec des camarades cheminots, avec des camarades de la santé. Du coup, pour être tout à fait honnête, on était bien préparé pour le 10. Et aujourd'hui, c'était la folie, quoi. Enfin, pour vous dire, on s'est donné 12 rendez-vous au piquet de grève des cheminots. Du coup, en appelant l'ensemble du secteur du médico-social à se retrouver là-bas. Les camarades de la santé, notamment les salariés du CHU, avaient fait pareil. Et du coup, pendant vraiment plusieurs semaines, on donnait rendez-vous, ça faisait 2 semaines qu'on donnait rendez-vous en fait à tout le monde sur ce piquet de grève-là pour constituer en fait un début de cortège interpro pour rallier la manif. Et du coup, ben, ça n'a pas loupé. On a été plusieurs centaines à venir sur ce piquet. Même pour vous dire, ce piquet, il n'était pas très loin de la place centrale en fait de la Comédie à Montpellier. Et quand on est arrivé avec nos différents secteurs devant sur la place de la Comédie, c'était la folie. Genre, tout le monde s'est écarté pour nous laisser passer. On est arrivé, tout le monde nous applaudissait. Il y a des gens qui pleuraient, qui nous prenaient dans les bras. Et vraiment, Les stars. c'était la folie. Ah ouais, on était les stars. Mais non, mais blague à part, vraiment, c'était impressionnant. La réalité, c'est qu'on sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de services qui ont fermé. C'était des centaines de travailleurs sociaux, enfin, je parle pour mon secteur, qui ont été en grève aujourd'hui. Il y a même, pour parler un peu même de la suite, il y a plusieurs assemblées générales qui sont prévues dans différentes boîtes. Ça a montré la voie aussi à plein de collègues qui étaient un peu isolés dans leur boîte, y compris dans des boîtes dans lesquelles il n'y avait pas de délégués syndicaux, il n'y avait même pas de représentants du personnel, et qui impulsent maintenant eux-mêmes des AG dans leur boîte pour préparer le 18. Donc, pour vous dire que, voilà, le secteur du social, c'est l'avant-garde à Montpellier. Lourd. Floriane, toi, tu es sur Paul Valéry, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, à Paul Valéry aussi, la manifestation, elle a été impressionnante. Enfin, comme tu l'as dit déjà, 10 000 personnes, c'est impressionnant pour Montpellier, puisqu'on n'a pas vu ça depuis la réforme des retraites. Mais c'est aussi une manifestation où je pense que c'est le cas aussi nationalement. Il y avait énormément de jeunes. Et ça, en fait, c'est pas étonnant quand on voit l'écho qu'on a rencontré depuis le 1er septembre sur les tables qu'on a tenues dans les universités. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent spontanément nous demander ce qui va se passer sur le 10 et qui, en fait, quand on voit la rentrée qui se fait dans des conditions de précarité immenses liées au retard des Crous dans la gestion des DSE, quand on voit qu'on est toute une génération en fait, qui assiste à la phase finale du génocide, ben, en fait, on voit qu'il y avait énormément d'étudiants qui attendaient seulement le début d'un mouvement pour exprimer leur colère. Et ça s'est vu du coup dans la première assemblée générale qui a eu lieu à Paul Valéry, où il y avait 300 personnes qui ont directement voté pour un blocage, mais qui ont aussi voté pour une délégation pour le piquet de grève des cheminots, qui était du coup un lieu de rencontre de tous les secteurs en lutte de la ville, mais aussi du coup qui ont voté pour un cortège des étudiants et des travailleurs de l'université, rejoints par les autres universités, qui du coup ont rejoint le cortège du médico-social pour du coup défiler aux côtés des travailleurs. Et en fait, on voyait très clairement que, en tant qu'étudiant, si on leur fait peur, c'est par ce lien-là. Et on a aussi vu du coup à quel point, c'est une mobilisation qui a provoqué énormément de répression, comme partout en France, où en fait, non seulement avant même la mobilisation, le préfet a décidé d'envoyer des drones sur l'université de Paul Valéry pour du coup intimider les étudiants. Mais on a vu aussi que ça s'est passé nationalement avec des fermetures administratives des universités de Rennes 2, de Lyon 2, du Mirail, et du coup surtout avec le déploiement de 80 000 flics
Et ça, du coup, ça a provoqué un gros niveau de répression qui est là, pour le coup, inédit pour Montpellier, où en fait, on a vu des tirs lacrymaux, des canons à eau impressionnants, des ultrasons, des cortèges qui étaient chargés, plusieurs cortèges étudiants. En fait, il y avait des étudiants qui ont été matraqués, gazés, plusieurs dizaines d'interpellations, des blessés, dont un blessé grave qui est encore à l'hôpital, des lycéens qui sont attaqués. Et ça, évidemment, ça montre que le régime, il a peur. Il a peur face à la colère, il a peur face aux étudiants qui s'organisent et il a peur face aux étudiants qui se lient aux travailleurs. C'est vrai que la question des drones, c'est une histoire de fou. Vous savez que c'est aujourd'hui qu'il y a eu le plus grand déploiement de vidéosurveillance par drone depuis la légalisation de cette pratique. Je crois que c'était avec la loi sécurité globale. Et donc, c'est effectivement la question de la répression est un enjeu central, au-delà du fait qu'on a tous vécu des manifs exceptionnels, qu'il y a eu plein de dynamiques de convergence hyper intéressantes, etc. Mais c'est clair qu'il y a eu aussi beaucoup de répression, beaucoup de violences policières et toutes les choses dont tu as parlé. Peut-être sur ça... je propose d'enchaîner avec Elsa Marcel, puisque tu racontais sur Twitter avant l'émission que tu as passé la journée à faire le tour des commissariats. Je crois que tu étais aussi à Gare du Nord quand ça a chauffé ce matin. C'était comment un petit peu, toi, ta journée? Comment tu l'as senti? Et c'était comment, du point de vue notamment de la répression et de ce qu'il y a du point de vue du mouvement? Bon, ma journée, oui, c'était un mélange. Et puis, en fait, je suis pas la seule. Il y en a plein des avocats et des avocates qui à la fois participent au mouvement, non seulement en rejoignant les points de blocage, les piquets de grève, mais aussi en fait, en mettant leurs compétences au service de la défense du mouvement social et de la lutte contre la répression. Donc, la première chose, c'est que je pense qu'effectivement, ils ont réprimé très, très tôt. Et en fait, ils ont débloqué les points de blocage qui existaient à différentes portes parisiennes, notamment pour bloquer le périphérique ou les piquets de grève. Je sais que le dépôt de Lagny, de Béliard ont été débloqués très, très vite. Je pense qu'ils ont un petit peu appris aussi de la réforme des retraites, où, surtout en 2019 et puis même ensuite en 2023, il y a eu vraiment une tradition. Il y avait beaucoup de gens du quartier, de lycéens, d'étudiants qui venaient bloquer avec les grévistes, etc. Et je pense qu'ils avaient vraiment à cœur d'éviter ce type de dynamique. Donc très, très vite, il y a eu des gardes à vue. Et puis en fait c'est monté énormément parce qu'en fait je crois que moi j'ai eu du mal à suivre le nombre des interpellations, parce qu'il faut savoir que nous on a été énormément désignés, mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres, moi je milite au collectif d'action judiciaire, mais il y a aussi d'autres legal teams qui interviennent dans ce type d'événements, et en fait on se croise tous dans les commissariats, on finit par se connaître, et c'est des commissariats vraiment mais qui débordent au point où là j'ai une consoeur, Romane Bartoli, qui est encore au commissariat. Je sais pas si elle va réussir à sortir avant 4h du matin, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'en fait, il n'y a même pas assez de policiers pour entendre les gens, il n'y a même pas assez de place dans les commissariats pour faire des entretiens avec les avocats. Donc en fait, ils gardent les gens rien que pour ça, quoi. Et du coup, il y avait un côté où je pense qu'à la fois, ils se sont perfectionnés, ou en tout cas, ils avaient une fébrilité indiscutable, parce que, je pense que ça a été dit, mais quand on prévoit 80 000 policiers et gendarmes alors qu'on anticipe 100 000 personnes, c'est qu'il y a un niveau de fébrilité absolument délirant. Le problème des drones, on a revu des chars, il y a eu des canons à eau, je veux dire un niveau de répression qui était à mon avis très très important, alors même qu'il y avait une incertitude sur ce qui allait vraiment avoir lieu, le nombre de participants, le nombre de blocages, etc. Et je crois que le chiffre là des interpellations, c'est plusieurs centaines. Je pense qu'il y en a autour de 500, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il y a au moins 300 gardes à vue. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu l'ambiance qu'il y a eu dans les manifestations de la réforme des retraites à partir du 49.3. Et je trouve qu'il y a vraiment un sentiment similaire, c'est-à-dire que les gens qui sont en garde à vue ressemblent aux personnes qui étaient interpellées après les manifestations du 49.3 autour de la Concorde, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui par ailleurs manifestent pour la première fois. C'est les mêmes infractions qu'ils utilisent de manière générale. C'est tout ce qu'ils arrivent à mobiliser qui sont des espèces de créations complètement artificielles. Moi, je discutais avec un journaliste qui me disait « Alors, est-ce que c'est vrai que des gens se retrouvent en garde à vue alors qu'ils n'ont rien commis ?» Je dis, le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, l'État, il crée des infractions qui permettent de réprimer quelqu'un qui n'a rien commis, quoi. Donc, ça dépend ce que tu appelles rien commettre. Mais à partir du moment où, en fait, être présent à un endroit en vue de faire quelque chose, c'est une infraction prévue par le code pénal, c'est quand même un petit peu compliqué, parce qu'avec ça, tu peux interpeller à peu près tout le monde. J'ai eu le cas d'une personne qui a été interpellée à 8h30, alors que le blocage avait été débloqué depuis au moins 7 heures, et qui était, en fait, comme ça, en train d'attendre au tram, etc., qui s'est dit, mais moi, je vois des policiers, mais
ils viennent juste me contrôler ou je veux dire, je vois pas ce qui peut m'arriver. Et non, le mec se retrouve en garde à vue. Et en fait, c'est comme ça qu'ils remplissent les commissariats. Je pense que le but, il est double. D'une part, c'est d'intimider des secteurs de la population, en particulier des jeunes, d'éviter la jonction. En fait, moi, j'étais aussi au rassemblement de Gare du Nord et c'est vrai qu'ils étaient très, très angoissés à l'idée que l'AG des cheminots rejoigne les gens et les lycéens qui s'étaient accumulés devant le parvis. Mais c'est aussi tout simplement d'empêcher que les actions se tiennent. Donc, en fait, les gens, ils les gardent par quantité assez significative en se disant on les lâche quand la journée, elle est terminée et quand ça s'est un peu calmé. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est que c'est aussi un vecteur de politisation quand même très important. Et que c'est à double tranchant pour l'État, parce qu'effectivement, il y a ce côté qui fait que l'objectif, c'est vraiment d'étouffer des mobilisations, de leur donner un caractère plus minoritaire, parce qu'il faut être un petit peu plus déterminé pour aller manifester. Mais en même temps, les gens qui se retrouvent en garde à vue, je veux dire, j'étais dans un commissariat, ils sont à 15 dans une cellule et ils parlent que de politique, que du mouvement. Enfin, c'est plus compliqué que ça, quoi, parce que ça génère aussi vraiment une dynamique de politisation en tant que telle, et je pense que ça va se rajouter aux revendications du mouvement dans un contexte où il y a déjà, pour moi, une accumulation un peu de notre camp social au cours des 10 dernières années sur la lutte contre la répression, l'autoritarisme du régime, ce que ça dit du régime, etc., quoi. Juste en quelques minutes, il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu as pu suivre ça dans la journée, mais qui dit qu'à Pau, c'est K-Loud. Il y a un arrêté qui a cassé la surveillance par drone. Et il demande est-ce que ça peut faire jurisprudence, est-ce que ça peut permettre de combattre un peu ce truc. Et plus généralement, tu as vu ce truc des drones je ne sais pas si tu as suivi un peu cette question. Si, ça arrive. C'était déjà un débat pendant la réforme des retraites où en fait il y avait effectivement... c'est compliqué parce que c'est les pratiques administratives en fait. Donc le principe des pratiques administratives, c'est que l'État prend des arrêtés, les applique et après... c'est possible de les contester devant un tribunal administratif, éventuellement d'en obtenir la suspension. Je ne connais pas ce cas-là en particulier, mais c'est déjà arrivé même à Paris. Pendant la réforme des retraites, il y avait aussi beaucoup cette question. Donc parfois c'est suspendu, parfois ça ne l'est pas. Mais la réalité, c'est qu'ils imposent dans la pratique des activités illégales et ils finissent ensuite par faire passer des lois qui légalisent les pratiques qu'ils imposent déjà dans la réalité. Donc effectivement, après, il peut se jouer à différentes échelles, plus ou moins locales, des joutes judiciaires avec les tribunaux administratifs. Parfois on gagne, parfois on perd. Donc tant mieux si c'est gagné à Pau. Il faut que ça fasse jurisprudence dans le sens où il faut s'en servir. Mais l'État est habitué en fait de l'illégalité et c'est pas forcément ça qui suffit à le faire reculer, quoi. Merci beaucoup pour ces précisions. Ouais, c'était préciser un petit peu les chiffres. 473 personnes interpellées, dont 203 à Paris, et 339 placées en garde à vue, dont 106 à Paris. 106 à Paris. Ah ok, c'est bon. D'après le ministère de la Justice. Merci Sentier Battant pour les infos. Merci. Rob, toi tu m'as dit que tu avais fait toute la journée de mobilisation, toi aussi sur Paris. Ouais, c'était sur Paris, ouais. Comment était ta journée ? Écoute, c'était plutôt une bonne journée. Comme vous, j'ai constaté beaucoup de jeunes, quand même beaucoup de monde. Avec une partie de l'équipe de frustration, on était pas mal à Châtelet et à République. Il y avait une certaine convergence, c'est-à-dire plein de luttes un peu diverses qui se rassemblaient. À République, il y avait une mobilisation antiraciste. Oui, tout à fait, pour les travailleurs sans papier notamment. Et sinon, j'ai suivi à distance, du coup... en Charente-Maritime, où est Nicolas Framont, le rédacteur en chef de Frustration Magazine, et qui participait aux actions de blocage, notamment de l'autoroute. Là, ça a bien marché, ça a tenu quand même pendant de longues heures, donc ça n'a pas été débloqué tout de suite. Il y a quand même une répression policière importante. Il y a un de leurs camarades, un jeune antifasciste qui a été arrêté. Et ensuite, ils ont continué dans divers endroits de la ville. Donc ça a été quand même un beau succès. Et constater aussi que ça s'est reproduit dans pas mal d'endroits de petites villes de Charente-Maritime. Moi, ça m'intéressait de savoir, parce que Paris, c'est une sociologie particulière aussi. Donc c'était toujours intéressant de voir comment ça se passait ailleurs, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que ça s'est beaucoup passé comme ça. Il y avait quelqu'un qui racontait, pareil, un exemple sur Lyon. C'est-à-dire que les actions, elles ont été réprimées très très vite, mais sauf que les gens, ils sont pas rentrés chez eux après.
et qu'ils ont continué à se mobiliser. Sur Nantes, ils ont rejoint des piquets de grève, ils sont partis sur d'autres endroits, ils sont partis en manif sauvage. Des fêtes de la musique. Ouais, c'est ça, tout le monde cherchait un peu. Genre. Sur Paname, il y avait plusieurs pôles au sud, au nord, qui déambulaient, on va dire, dans la ville. Il y avait un peu cette ambiance. Ouais, Rob, vous avez pas mal écrit avant le mouvement, Ouais. c'est-à-dire depuis cet été, un peu des réflexions sur le mouvement, sa forme, ses objectifs. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris dans la forme qu'il a pris au final, c'est-à-dire on savait pas trop à quoi s'attendre, à quoi ça allait ressembler, dans les secteurs, dans les participants? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou... Disons que nous, on a fait partie des premiers médias, je pense, avec pas mal d'autres, mais aussi, on va dire, à gauche, à relayer ce mouvement, ce qui a été très critiqué dans un premier temps. On nous disait beaucoup, voyez, vous relayez des fascistes, vous êtes fascistes, etc. Oui. Bon, c'était assez lourd d'ailleurs, parce que c'était très répétitif. Ça nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de leçons qui avaient été tirées des Gilets jaunes. Et puis petit à petit, on a vu une dynamique inverse, c'est-à-dire tous les secteurs de la gauche, et même là dans un sens très très large, commencer à parler du mouvement, à le soutenir à demi-mot, de manière un peu opportuniste, parce qu'eux aussi tiraient des leçons de ce qui s'était passé. Enfin, ça allait jusqu'à Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, qui fait partie des frangins un peu les plus à droite du PS, qui a dit qu'il soutenait à moitié le mouvement, etc. Donc on a bien vu que, bon, voilà, c'était pas ce qu'on nous avait promis. Donc déjà, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'extrême droite était quasi pas présente. Ouais, voilà. Enfin, j'en ai vu vite fait, République, ils ont été dégagés en 30 secondes à peu près. J'ai eu l'impression du coup que, en tout cas pour ce qui était de Paris, c'était parisien, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens ont fait des choses dans leur ville et qu'il n'y a pas eu cet effet de venir à Paris comme on avait pu le voir à certains moments des Gilets jaunes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ce qui nous a plu tout de suite dans le mouvement et qu'on a constaté aujourd'hui, c'est un peu la centralité de la question du blocage. Et ça nous a semblé effectivement tirer des leçons des deux derniers grands mouvements sociaux nationaux, à savoir les Gilets jaunes et le mouvement de la réforme des retraites, c'est-à-dire... on a bien vu qu'il y avait quand même un fort enjeu autour de ça, qui n'était pas seulement de manifester, ça c'est un peu la leçon des Gilets jaunes, c'est-à-dire à un moment aller juste se faire massacrer en manif, ça a son intérêt, mais il faut aussi accompagner ça d'autres choses. Et inversement, pour la réforme des retraites, je pense que tout le monde a bien compris que la journée de grève de 8 heures isolée et la manif bastination, ça allait pas suffire. Donc ça, on était assez excités par l'idée que tout le monde ait compris ça. Alors, d'autant que blocage, ça peut autant vouloir dire bloquer les autoroutes, etc., que faire des piquets de grève et la grève. Donc on était curieux de savoir à quel point ça allait marcher. On est encore en train de l'analyser et ce soir, ça en fait partie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu beaucoup, qu'il y en a eu dans toute la France. Et ça, déjà, il y a de quoi être franchement heureux, quoi, parce que pour un premier jour de mobilisation, qu'il y a une centralité de l'idée de bloquer l'économie, c'est quand même une sacrée avancée par rapport aux mouvements sociaux précédents. Et ça, pareil, même à ma petite échelle, là, je le voyais là où j'étais, cette question était forte, c'était un slogan qui revenait. Et à vrai dire, il y a eu des tentatives, ça a été un peu compliqué en Ile-de-France quand même, les blocages, mais il y a eu des tentatives partout, quoi. À toutes les portes, il y a eu des tentatives. Après, ils avaient vraiment anticipé, la police, ils étaient là avant. Donc souvent, ça n'a pas tenu très longtemps, comparé à d'autres villes. Mais il y a quand même eu cette volonté-là, et ça, ça, on le regarde d'un très bon regard, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une volonté vraiment d'aller au rapport de force, quoi. On voit depuis cet été que là où, je sais pas, à certains moments, c'est des alliances électorales qui ont pu cristalliser la manière de répondre à la crise, l'idée de motion de destitution, l'idée de parier sur la bataille parlementaire ou à des nouvelles élections. Là, les gens se disent, bon, on a essayé plein de choses, maintenant il faut se remettre un peu en lutte 2 ans après la défaite des retraites. Et c'est sûr que c'est un truc archi-progressiste. Anas, justement, toi, tu as fait partie des secteurs qui ont répondu à l'objectif de tout bloquer par cette idée qu'il fallait mettre la question de la grève un petit peu au centre de la discussion. Avec les cheminots de Paris-Nord, vous avez appelé à une AG qui a fait, on va dire, de la gare du Nord un peu un des épicentres de la mobilisation aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que racontent Le Monde, les médias, etc.
Est-ce que tu peux à la fois un peu nous raconter comment ça s'est passé, parce que je crois que ça a été un peu plus compliqué que prévu, cet appel à AG dont on parlait lundi. Et puis pareil, hein, quel regard tu portes sur ce mouvement, sur ce nouveau mouvement et sa première journée? Non, mais déjà, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est vrai que c'était, on a senti très rapidement en fait en venant. Moi, j'avais jamais vu la gare du Nord autant bunkerisée, même dans des mouvements purs cheminots où on arrivait à rentrer encore dans la gare et manifester dans la gare, etc. Et là, c'était impossible de rentrer dans la gare. Il y avait des NAS, de nombreuses NAS autour de la gare du Nord, c'est-à-dire qu'il y avait une crainte, en vérité, d'un envahissement de la gare, qu'il y ait des actions de blocage, etc., qui soient faites par les personnes mobilisées à l'extérieur, etc. Donc moi, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que c'était impossible de venir dans l'Assemblée Générale sans présenter sa carte SNCF. Il a fallu qu'on présente notre carte SNCF à des flics qui étaient... alors que j'ai fait, je sais pas moi, peut-être une centaine d'Assemblées Générales à Gare du Nord, j'ai jamais présenté ma carte SNCF à qui que ce soit avant de commencer à venir juste sur le parking pour discuter avec les collègues. C'est dire le niveau de tension qu'il y a eu, mais en réalité c'est pas juste une tension vis-à-vis de la question de rentrer dans la gare ou pas. Je pense que c'était aussi une volonté d'éviter une jonction politique entre la classe ouvrière organisée, entre un secteur important qui est celui de la SNCF, un syndicat aussi combatif qui est celui de Sudrail Paris Nord, parce que c'est pas le fruit du hasard en fait. On sort un communiqué qui appelle à une AG ouverte et non pas une AG corporatiste. Ça déjà c'est quelque chose d'important. Notamment, ça participe aussi à casser les discours qu'il y a souvent dans les médias où on explique que les cheminots ils se préoccupent uniquement de leur gueule, que de leurs primes, de ceci, cela, etc. Et donc ça ils l'ont mauvaise. Dans le communiqué, on dénonce le génocide à Gaza, on dénonce l'austérité, on exige la démission de Macron. Donc il y avait il y avait une envie d'essayer d'aussi empêcher ça politiquement. Et puis, il a fallu aussi batailler. Et nous, on a senti beaucoup de fébrilité. Bon, certes, les flics, ils étaient ultra nombreux et aussi organisés. Il faut comprendre aussi que les flics, ils tirent aussi les bilans des luttes du passé. Hein, et ils en ont eu des luttes ne serait-ce que dans les 5 dernières années, où en fait, ils ont pu apprendre. Mais la réalité, c'est que cette lutte, elle est quand même beaucoup plus diffuse qu'à l'accoutumée. Parce que les gilets jaunes, généralement, tu les retrouvais plutôt dans un axe en direction de l'avenue des Champs-Élysées. Tu savais qu'il fallait surtout empêcher la Concorde, surtout empêcher l'accès vers l'Élysée, parce que les gens ils disaient on va chercher Macron. Là c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait être en même temps à Porte de la Chapelle, et puis il fallait être à Porte de Bagnolet, et puis il fallait être vers la gare du Nord, et il fallait être vers République, etc., Châtelet et autres. Et donc même à l'échelle nationale. Et puis c'était oui, ouais, là j'ai parlé juste là j'ai juste parlé de la région parisienne, mais la réalité c'est qu'il y avait une grande difficulté. Ils ne savent pas faire. Ils vont peut-être sûrement apprendre au fur et à mesure, repenser les choses, etc. Mais on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Alors oui, c'était plus facile la gare du Nord de la ceinturer parce que c'était un appel qui tournait sur les réseaux sociaux depuis une semaine. C'était facile parce que c'est pas des lapins de 6 semaines. Ils sont aussi sur les boucles Telegram, Signal, etc. Et, je veux dire, moi, il y a même des gens de ma famille qui m'ont envoyé le message là que tout le monde a reçu là à 9h, c'était le calendrier de où fallait bloquer. C'est juste t'es un mec DRG, tu prends ton stylo rouge et tu mets ça, c'est fait. Alors là, il est 10h30 normalement, tout le monde va en direction. Ah là les amis, dépêchez-vous, il est bientôt 11h, il faut aller vers Gare du Nord. Ça va avancer aussi. Ça pour moi ça va avancer. C'est-à-dire que il y a des actions de blocage qui ont un peu existé et qui ont été mis en échec parce qu'il y avait du répondant, mais c'est aussi parce que le mouvement tel qu'il est en train de se structurer, il est vraiment encore très embryonnaire dans sa manière de faire, et il va évoluer en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est assez incroyable notamment là-dedans, c'est que il tire les bilans du mouvement des Gilets jaunes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, si on sait bien quelque chose, c'est qu'il a mis plusieurs semaines ou plusieurs actes
avant de commencer à décider réellement les fameuses AG des AG. Je crois la première c'était de Commercy, où la première fois que les Gilets jaunes ils ont dit bon, on va commencer à discuter entre ronds-points, entre secteurs, etc., etc. Mais au départ, c'est pas vrai. Au départ, c'était, souvenez-vous, les images, c'était des gens qui étaient là, ils allaient devant le carrefour, devant le Auchan, ils étaient sur le parking. C'était un silence assourdissant. Alors, il y en avait un qui entonnait la Marseillaise, etc. On n'était pas du tout dans un mouvement où précédemment, les gens discutaient. Là, déjà, vous allez à Saint-Denis, je crois, Saint-Denis, ils ont déjà fait 4 AG ou 3 AG avant même que le mouvement il démarre. Donc imaginez si le mouvement il dure encore 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Si déjà avant les gens ils sont déjà structurés pour dire blocage ici, blocage là, par où on passe, etc. Mais dans 3 mois ils vont jouer au billes avec les flics, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné le mouvement il ne va faire que se renforcer. Et moi ce que je trouve spectaculaire pour montrer aussi parfois la faiblesse qui peut exister à certains endroits, il faut voir que le mouvement tel qu'il a émergé sur les réseaux sociaux au départ, les amis, c'était pas consommer et rester chez soi. Pas consommer, rester chez soi, pas retirer son argent ou retirer son argent avant, etc. Mais au départ, il n'était pas question d'assemblée générale, il n'était pas question de piquet de grève, d'aller bloquer Amazon, d'aller soutenir la raffinerie, etc., etc. Il n'était pas question de ça. Et je pense que ça a existé. Je pense que on le saura pas parce qu'il n'y a pas de comptage de combien de gens sont restés fidèles. Je pense qu'il y en a parce que moi j'ai vu dans les réseaux sociaux jusqu'à vraiment les derniers jours sur TikTok, Facebook, t'as une catégorie de la population qui disait moi le 10 je sors pas, et je pense que ces gens-là ont existé, mais force est de constater que d'un mouvement qui était ne pas consommer et ne pas sortir, il est ultra visible pour la première journée et comme l'ont dit les camarades, sans réel force organisée du mouvement ouvrier et ça c'est hyper impactant, et on voit que lorsque le travail il a été fait dire sans appel clair, il y a eu ce sont les secteurs d'avant-garde du mouvement syndical qui ont appelé. Aujourd'hui c'est pas n'importe quel secteur, c'est le syndicat Sudrail, c'est un des syndicats les plus radicaux de France, c'est les raffineries de Normandie, c'est l'énergie, c'est des secteurs qui sont connus, c'est le dépôt de l'ANI. Le dépôt de l'ANI, c'était des gars qui bloquaient en 2019-2020, ils étaient même pas syndiqués, c'était eux qui bloquaient le dépôt. Donc ce sont des secteurs syndicaux qui étaient déjà sensibles et qui sont sensibles au mouvement du type hétérogène. Les syndicalistes pur jus, c'est pas des choses qui les touchent, parce qu'il y a aussi beaucoup de démoralisation dans le mouvement syndical. Il y a beaucoup de fatalisme dans le mouvement syndical. Et moi, je pense que les gens étaient sceptiques aussi que ça existe. Du moins, en vérité, ces télégrammes signalent, ça va rien faire. C'est pas comme ça qu'on lutte, etc. Et la force de ce mouvement, c'est que je pense qu'il va donner envie et va changer le caractère et le moral des prochaines journées. On en parlera après plus longuement sur la situation, etc., etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, qui est hyper important à cerner, c'est que pour un mouvement qui était avec des coordonnées très éloignées de la question du blocage de l'économie par la grève, etc., et par les actions coup de poing, c'est en train de s'imposer. Et avec quelque chose, je dirais un dernier mot, c'est pas salut les camarades autonomes. Et ils ont une stratégie, les autonomes. Moi, je connais notamment, je découvre depuis 2016 dans la loi El Khomri, les fameux Black Blocs, etc., le cortège de tête et la manière de faire. Il y a des autonomes dans le mouvement. Mais la réalité, c'est que j'ai senti que les gens qui manifestaient n'avaient pas le même logiciel. C'est-à-dire que c'était beaucoup dirigé sur l'efficacité du blocage des entreprises, etc. Je parle pas spécialement de Paris, parce que Paris, on court dans les rues, on marche dans les rues, etc. Mais je voyais que dans les autres villes, c'était surtout dirigé vers Amazon, vers des piquets de grève, vers les gares, etc., etc. Et ça dit que les gens ne sont pas dans une logique d'affrontement spécialement avec les flics. Les flics, en fait, ils les chargent, ils essaient de se défendre, mais leur logique première, elle est de comment je fracasse l'économie. Et pour eux, bloquer une autoroute, c'est empêcher des gens qui vont faire tourner une entreprise. Bloquer Amazon, c'est empêcher que des camions rentrent et sortent. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant si nous, on arrive à le combiner avec la question de la grève. T'es revenu sur beaucoup d'aspects intéressants du mouvement. Juste pour lire quelques messages du chat, parce que c'est intéressant à la fois sur l'ampleur et sur un peu les questions qui se posent. Il y a Vincent Duss
notre camarade de Mulhouse, qui nous raconte qu'il y avait 2000 personnes à Mulhouse, ce qui est historique pour une manifestation appelée par en bas. Je pense qu'il faut le dire. Il faut se rappeler que les chiffres sont importants et parfois on les compare avec certaines manifs des retraites, mais là, il n'y a pas d'intersyndicale derrière. Et même dans les confédérations qui appelaient, il y avait quand même l'idée que, en vrai, la date prioritaire, c'est plutôt le 18, quoi. Quitte à choisir entre les deux, partez plutôt sur le 18. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Il y a Nuit Liquide qui dit 1500 manifestants ce matin à Reims, ce qui est vraiment pas mal pour notre ville. Espelette qui dit qu'il y a eu un blocage du carrefour au centre de Saint-Denis et que ça va reprendre demain. Et il y a beaucoup de questions sur est-ce que le mouvement continue demain ? Il y a aussi une question de Bou Urns qui dit est-ce que ça va être pareil le 18 ? Je pense qu'on va revenir pas mal sur le 18 après, mais peut-être je voulais revenir un peu du côté des camarades qui sont connectés et puis après on pourra passer à la suite. Mais peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un peu chacun à votre tour, c'est quoi justement la suite ? Parce que je sens qu'il y a vraiment une attente, ça se voit dans le chat, plein de questions sur ça. C'est quoi la suite dans vos secteurs, sur vos villes pour les prochains jours et les prochaines semaines pour continuer à construire le mouvement ? Peut-être Alberta, si tu veux commencer et nous dire un petit peu comment ça se passe du côté de Toulouse, du mouvement étudiant, etc. Oui. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'avait dit Anas, je crois, mais parce que sur le fait qu'il y a beaucoup d'acquis de luttes précédentes qui se sont vus dans la journée. Je pense qu'à Toulouse, ça s'est vu. Par exemple, il y a eu une grève de 6 mois l'année dernière dans les bibliothèques à Toulouse qui avait créé une coordination contre l'austérité avec les Beaux-Arts de Toulouse, avec des secteurs des intermittents du spectacle, etc. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui a été ultra mobilisé, avec 15 bibliothèques sur 21 qui étaient fermées parce qu'il y avait une grève, mais y compris avec un cortège de la culture qui a été ultra visible dans la manifestation. Je trouve que ça s'est vu dans beaucoup de comptes rendus sur différentes villes, etc., de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, que des luttes aussi précédentes sont venues décupler, quoi, d'une certaine manière, la force en fait, de ce qui s'est exprimé aujourd'hui. Après, sur la suite, je pense pour le gouvernement est absolument terrifié que le mouvement étudiant rentre dans l'équation parce que la répression, comme le disait Florian, c'est clairement une volonté d'empêcher tout type de mobilisation. Ils le disent clairement, qui regardent ça comme l'huile sur le feu ou le lait, je sais plus, je sais jamais, que ce soit avec les fermetures administratives et tout, mais aussi, je veux dire, des lycéens qui se sont fait tabasser ce matin sur les blocus, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de répression. Et à mon avis, ce qui est intéressant dans la mobilisation étudiante et ce qui va être un peu l'enjeu, c'est de voir à quel point, y compris toutes les assemblées qui sont assez prometteuses, mais y compris les manifestations, par exemple, 2000 personnes à Aix en Provence. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était pendant la loi travail en 2016. J'ai jamais vu 2000 étudiants manifester à Aix-en-Provence. Je pense que ça présage en potentiel un mouvement étudiant qui pourrait avoir la force, ce qui est différent d'un point de vue des autres types de mobilisation qu'on a vu dans la jeunesse ces derniers temps, de se structurer à partir des universités. Et je pense que ça va être ça l'enjeu de construire partout où c'est possible des assemblées générales les plus massives possibles. Je sais qu'à Bordeaux, aujourd'hui, ils étaient 1500 réunis en assemblée interfac, mais il y a eu une intervention policière pour enfin, en tout cas, les flics sont venus mettre un coup de pression, réprimer l'Assemblée, etc. Donc, vous voyez, en fait, le niveau de répression, enfin, carrément, ils viennent réprimer une Assemblée. Et je pense que ça va être un enjeu de structurer et d'élargir dans ce sens par en bas la mobilisation, y compris que c'est une tâche clé pour pouvoir faire face à la répression. Et après, juste un mot sur la jeunesse. Je pense qu'aussi, une des grosses craintes du gouvernement sur le fait que la jeunesse sorte dans la rue et se structure, c'est qu'en réalité, c'est tout un tas de revendications qui se sont exprimées, mais pas à partir tant des universités, que ce soit sur la question palestinienne, que ce soit sur la question de la précarité et de fac, qui concrètement, par exemple, moi, mon université, dans 2 mois, elle va être mise sous tutelle par le rectorat. Donc, en fait, ça veut dire des fermetures de filières, des coupures de postes, etc., plus d'embauches, etc., de manière brutale. Enfin, c'est le rectorat qui va le faire. Et je pense que tout ça, ça va être un accélérateur et que le mouvement étudiant, il pourrait jouer un rôle dans le fait que un des acquis de la mobilisation d'aujourd'hui, c'est que les revendications, elles étaient ultra radicales. Je veux dire que ce soit sur le fait de revendiquer la démission de Macron, énormément de radicalité vis-à-vis du gouvernement. Et j'ai l'impression que ça va être aussi une des tâches du mouvement étudiant, de voir comment est-ce qu'il joue un rôle
pour incarner, y compris dans la mobilisation du 18, avant ou au-delà, un autre type de revendication que celles qui ressortent pour le moment du communiqué de l'intersyndicale qui, comme tu disais, Paul, est très faible d'un point de vue revendicatif et très en deçà surtout de ce qui s'exprime aujourd'hui. Merci beaucoup, Alberta, et on va suivre attentivement ce qui se passe à Toulouse et au Mirail. Gaëtan, du côté de l'intersyndicale, du mouvement ouvrier, c'est quoi un petit peu la suite? Bon, j'imagine que c'est assez évident que la question du 18 va être un peu au centre des discussions un peu dans les entreprises, et plus globalement au Havre, si tu veux dire quelques mots. C'est pas si évident que ça, la question du 18. Enfin, ouais, je vais. Ah ouais, je vous ai entendu. En fait, déjà, je veux dire un truc. J'aime beaucoup comment vous avez décrit l'état d'esprit du mouvement, dans l'aspect qu'il y a un regard qui est tourné vers la classe ouvrière, sa capacité à bloquer, la grève, que même la centralité du blocage économique. Et en fait, regardez, si on réfléchit un peu stratégiquement, c'est quand même énorme qu'un secteur de la classe ouvrière, il essaye de tirer des bilans qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qui va dans le sens que dans les derniers grands mouvements, comme disait notre camarade de frustration, on n'a pas assez bloqué l'économie. En fait, c'est pas normal ça, parce que les directions syndicales nous ont expliqué que la stratégie de ces dernières années était correcte, c'était le mieux qu'on pouvait faire, c'est-à-dire des journées d'action isolées, et que juste Macron était trop fort. Avec un autre gouvernement, ça serait passé. Donc, dans ce contexte-là, qu'un secteur de la classe ouvrière, il commence à tirer des bilans, que non, ça n'allait pas, il faut chercher autre chose. Et après, évidemment, là, cette recherche, elle est tâtonnante, elle est maladroite, etc. À nous d'essayer de proposer une stratégie. Effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine confusion stratégique, mais une confusion qui va plutôt dans le bon sens que dans le mauvais. À nous de proposer, de proposer des choses. Ça, je trouve énorme. Et je pense qu'il faut le voir et pas bouder notre plaisir. Maintenant, sur les suites, bon, mais bien malin celui qui saura prévoir la suite, mais sur la question du 18, c'est évidemment la date qu'on a en tête. Moi, je vous dis, dans certains secteurs, je l'ai entendu plusieurs fois, qui ont fait le 10 aujourd'hui, qui ont voulu le prendre à bras-le-corps cette date et tout ça, il y a un peu un état d'esprit chez certains secteurs de ils nous ont pas suivi le 10, ben, qui se démerdent maintenant avec leur 18. Et ça, je pense que c'est quelque chose contre lequel on va devoir lutter. Ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire ça part du sentiment que ça y est, c'est encore 8 pélos à la tête des grands syndicats en France qui décident de tout, pendant que toi, tu perds du salaire, tu risques de te faire réprimer, comme vous avez raconté. À la fin, le soir du 18, on te dit, voilà, rendez-vous début octobre maintenant. Et tu refais tes mouvements éclatés 3 semaines, une journée chaque 3 semaines. Donc ça part d'un bon sentiment. Mais la conclusion, ça ne doit pas être ça. Ça doit pas être... Parce que si tu laisses le 18, en fait, c'est comme laisser le mouvement dans les mains de ces gens-là, alors qu'on est dans un contexte intéressant dans lequel le 10 pourrait s'inviter dans le 18. Anas, il a fait une intervention que j'ai vue aujourd'hui tourner sur les réseaux, je trouvais génial de ce point de vue-là. Le 10 pourrait s'inviter dans le 18. Et ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire le 10 pourrait rendre le 18 et les suites, là on parle du 18, mais c'est un mouvement qui pourrait avoir des suites, pourrait le rendre plus radical. Parce qu'effectivement, si ça reste totalement tenu par les directions syndicales, on a vu ce que ça donnait. Donc bon, après voilà, maintenant prévoir plus. Ah non, une dernière chose que je veux dire aussi, il y a un enjeu au Havre, par exemple, il y a eu 2 points de blocage différents, 2 politiques différentes des différentes unions locales CGT, et ensuite 2 assemblées générales le soir séparées, une de Indignons-nous, une de l'UL d'Harfleur. Alors même que c'est même pas volontaire, c'est-à-dire tu écoutes des 2 côtés, nous on était présents dans les 2 assemblées, dans les 2 assemblées, les présents, ils disaient il faudrait trop qu'on aille à l'autre, pourquoi on a prévu un petit peu à la même heure. En fait, c'est plus de la désorganisation, de la confusion que du sectarisme, c'est-à-dire il n'y a pas un état d'esprit anti-syndical, et dans l'autre sens, en tout cas à l'UL d'Harfleur qu'on a suivi, il n'y a pas anti-gilet jaune ou anti-mouvement citoyen. Ça, c'est intéressant, et je pense qu'une des perspectives, que ce soit localement ou à d'autres endroits, ça serait d'avancer le plus possible pour fusionner ces assemblées, les assemblées Indignons-nous, les assemblées de grévistes, les assemblées des unions locales combatives. Fusionner ça, je ne sais pas si les gens imaginent ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire structurer le mouvement par en bas, essayer qu'on le tienne dans nos mains et qu'on décide un peu démocratiquement. C'est lutter contre l'éparpillement et la dispersion des forces.
Ok, c'est bien, maintenant on ne veut pas être contrôlé par l'aide syndicale, mais il ne faut pas qu'on soit dispersé, sinon notre énergie, elle se liquide dans notre action. Donc voilà, c'est ça un peu, j'ai l'impression de saisir d'aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup et j'en profite pour dire quand même que Révolution Permanente débarque au Havre cette année. Alors, on a choisi de mettre RP s'installe au Havre et pas RP débarque, parce que le débarquement au Havre, c'est quand même un certain traumatisme où les Alliés ont bombardé la ville et tout ça. On a choisi de ne pas faire ce poste. Mais effectivement, abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que Miskin n'en a pas beaucoup d'abonnés encore. Et surtout, si vous êtes au Havre, si vous avez des proches au Havre, n'hésitez pas à leur écrire. C'est là-bas que ça se passe pour s'organiser, pour participer au mouvement, pour discuter stratégie, pour penser toutes les interventions un petit peu partout. Merci beaucoup, GG. Et puis, on aura l'occasion de rediscuter de tout ça très, très bientôt. Et pour finir, les camarades de Montpellier, un petit peu... dans le social, dans la jeunesse et puis sur Montpellier, c'est quoi un petit peu la suite et puis comment vous la voyez, vous, de votre côté? Du coup, oui, pour nous, dans le social, comme je disais, la suite, on est déjà en train de la préparer, quoi, avec plusieurs assemblées générales qui s'organisent dès cette semaine et la semaine prochaine dans différentes boîtes. Mais du coup, oui, enfin, pour le coup, je pense que on est un secteur dans lequel, en fait, déjà, il y a énormément de salariés, puisque l'associatif, c'est le premier employeur de France et qu'il y a donc encore énormément de collègues à aller chercher dans cette mobilisation-là. Et où, justement, je pense que le social, on dit souvent qu'on est des précaires qui accompagnent des précaires parce que les conditions de travail, elles sont compliquées, qu'on est très mal payé, qu'il y a beaucoup, beaucoup de burn-out. La moyenne de vie d'un éducateur dans le secteur, c'est 7 ans. Et donc, du coup, pour moi, tout le truc, c'est comment est-ce que, en fait, on va réussir à proposer, on va continuer à proposer une solution collective là où, dans le secteur, souvent, en fait, les gens sont très sur les solutions individuelles, très sur comment est-ce que je militais en dehors de mon boulot. Voilà. Et donc, du coup, pour nous, l'idée, ça va être de continuer d'aller chercher le reste du secteur en coordonnant les différentes assemblées générales qui auront lieu dans les différentes boîtes et continuer avec la coordination. Mais après, de manière générale, enfin, dans le département de l'Hérault, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a eu des mobilisations dans plein de moyennes, voire petites villes. C'était assez hallucinant. Enfin, il y a eu une grosse mobilisation à Sète, Frontignan, dans des bleds, des fois de quelques centaines d'habitants. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Et que du coup, je pense que là aussi, en fait, on voit qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel pour que le 10 s'invite dans le 18. J'aime bien cette formule de GG. Du coup, je la reprends. Qu'il a repris d'Anas. Attention. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi, Anas, désolé. Écoute, on va la breveter. déposer à l'INPI demain. Floriane. Oui. Je pense que l'enjeu, il a déjà été donné par Alberta. On voit qu'il y avait énormément de jeunes dans cette mobilisation qui se sont réunis autour du 10 septembre. Et l'enjeu, ça va évidemment être de voir comment on réussit à s'adresser à cette colère et que cette colère autour du 10 septembre, elle puisse continuer à s'exprimer, mais aussi continuer à s'exprimer sur nos lieux d'études. Et du coup, autour de ça, l'enjeu, ça va être de continuer à développer nos liens avec les autres universités, continuer à développer nos liens avec y compris les lycées qui sont mobilisés, où en fait, il y avait 3 lycées à Montpellier qui étaient bloqués. Et en fait, nous, on a conscience qu'en tant qu'étudiants, les liens, ils doivent aussi se faire avec les secteurs qui sont déjà en lutte, où en fait, on voit que sur la ville à Montpellier, il y a des secteurs qui ont déjà eu des victoires, qui ont déjà fait reculer le département sur la question des coupes budgétaires, et qu'en fait, s'il y a les énergéticiens qui sont en grève, s'il y a le CHU qui est en grève, qui est le plus grand employeur, et si les étudiants ils bloquent leurs universités, en fait, il y a juste plus de Montpellier qui fonctionne. Et du coup, c'est autour de ces choses-là, y compris que les étudiants, les lycéens qui sont venus ce 10 septembre, qui ont vécu pour la première fois peut-être l'expérience de la répression, qui continue en cette rentrée de vivre la précarité étudiante, où en fait l'État il continue de mettre en péril les besoins essentiels de la jeunesse pour financer la militarisation, pour financer les entreprises qui sont complices du génocide, et que en fait du coup cette colère cette colère contre nos conditions d'études pourries, contre la complicité française avec le génocide, elle puisse s'exprimer directement sur nos lieux d'études, et que les revendications et les préoccupations de la jeunesse elles
puisse s'ajouter au mot d'ordre A118 ou du coup qui est appelé par une intersyndicale qui est encore très faible en revendication. Je pense que du coup la suite ça va être de développer ces choses-là. Super, merci beaucoup. Il y a un petit style à Montpellier. Hein. Ouais. Ouais. Dommage juste, vous avez la 3G, les camarades. Ouais. Dommage juste, c'est clair. Ça fait partie des revendications à Montpellier. C'était contre la 5G, etc. Du coup, là, on est dans la merde. C'est pour ça qu'il y avait 15 000 personnes en manif, c'est parce qu'ils demandent l'installation de la fibre. Ouais, la 5G, et après, ils allaient mettre des puces dans vos bras et vous explosiez. Les camarades, merci énormément. C'est énorme merci en vrai Montpellier. Ce qui se passe à Montpellier. J'espère qu'on va voir une vidéo de cette arrivée là, de la haie d'honneur sur la place de la Comédie, les amis, parce que moi j'ai envie de voir ça. Et force à vous. Merci à tous les 4 du coup d'être passés ce soir. J'en profite pour lire quelques messages pour clôturer un petit peu ce tour d'horizon, parce qu'il y a beaucoup. Sentier battant qui dit 340 manifestants à Aurillac. Pourriture communiste qui dit à Grenoble on était 35 000. C'est du jamais vu depuis les retraites ou hors des manifs routinières du 1er mai. Et 3 000 en AG. Il y a des très grosses AG comme ça ce soir, c'est très intéressant. Driss qui dit plus de 200 étudiants en AG à Caen qui ont rejoint une manif de plus de 5 000. À Rennes, pas mal d'AG, on a des modes d'action qui ont été votés, blocage rond-point, blocage transport, avec des mots d'ordre, Macron destitution, contre l'austérité, pour la retraite. On sent que le mouvement va se transformer. 1500 à Bourges, 20 000 manifestants dans la rue, c'est toujours à Rennes. Donc voilà, beaucoup d'éléments très très intéressants qui montrent un peu la dynamique. Il y a Medpsen, toi, depuis qu'on est sur Twitch, j'arrive pas à prononcer ce blaze, mais qui dit niveau mot d'ordre, c'était pas ouf, à part Siamo Tutti et pour l'honneur des travailleurs. Il faut discuter des mots d'ordre concrets en AG. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop dit, mais moi, je trouve que c'est un truc intéressant. C'est qu'on parlait un peu de... GG parlait notamment de la question de l'austérité. C'est vrai que ça a mis le feu aux poudres, mais on sent que là, les gens... En vrai, ils sont dans la rue pour exprimer une colère plus globale auquel se rattachent énormément d'aspects, quoi. Ça rappelle pour le coup un peu le mouvement des Gilets jaunes, dans le sens où c'est vraiment pas revendicatif au sens étroit, syndical, etc. Mais c'est plus politique, quoi. Il y a beaucoup de radicalité, beaucoup d'envie de se mobiliser pour un petit peu toutes les revendications, toutes les colères. Et ça, je pense que ça peut être une force, même si évidemment, il faut aussi des revendications radicales et que c'est un enjeu. Donc, très intéressant tout ça. Bon, merci les camarades. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé des retours dans le chat. On avait aussi tout un système de correspondants aujourd'hui sur RP qui est toujours fonctionnel. C'est-à-dire, vous pouvez nous raconter, nous envoyer des photos, des vidéos, etc. Et on continuera de suivre le mouvement avec tous les camarades de Montpellier, du Havre, de Toulouse et puis de toutes les autres villes de France. Mais c'est vrai, je vous invite à aller jeter un œil à ce qu'on a fait sur RP aujourd'hui. C'était sans précédent et j'envoie une énorme dédicace, comme on dit sur Skyrock, à toute l'équipe qui a mené la couverture depuis le terrain et puis qui a suivi ça de façon centralisée sur Paris et à l'échelle des régionales. Parce qu'on a essayé de rendre compte un petit peu de tout le mouvement. Et donc, si vous allez sur RP, sur notre Twitter, sur notre Insta et sur notre direct, vous allez retrouver des actions, des piquets de grève, des interviews de énormément de villes de France. Je ne les ai pas comptées, mais c'était assez dingue. On a eu des correspondants qui nous ont écrit de plein de villes où on n'est pas aujourd'hui, de Alès, de Valence, de plus petites villes, etc. Et c'était assez impressionnant. Donc, insistez sur ça parce que c'était la première fois qu'on faisait un truc de cette ampleur. Et ce soir, là, le débriefing un peu sur Zoom, c'est ça, en toute petite échelle. C'était une grosse journée pour nous et on était très contents de la mener.